Madame, Monsieur, bonsoir. Le Parlement congolais, bien l'Assemblée nationale, entame ce jeudi le débat sur la loi portant sur le référendum constitutionnel. Est-ce pour annoncer un projet de changement de la Constitution de 2006? En tout cas, nous allons en parler dans cette émission. 2028, faudrait-il qu'il y ait élection ou un glissement inévitable? Nous allons, pour en parler, recevoir Maître Jean-Claude Katende. Il est président de la ZADO et vice-président de la FIDH. Bonsoir, Maître Jean-Claude. Bonsoir, Monsieur Ambroise. Vous n'êtes plus à présenter normalement. Vous êtes une personnalité très connue du pays. Je l'espère, oui. Oui, très connue du pays par vos publications, vos communiqués, vos sorties médiatiques. On sait tout de suite vous reconnaître. Exact. Alors, on vous a fait venir sur ce plateau pour parler des enjeux actuels de l'heure, notamment la révision ou le changement de la Constitution, le troisième mandat, s'il est possible ou non. Il y en a qui parlent de la stabilité du pays, et cette stabilité passe par le maintien de Tshisekedi au pouvoir. Est-ce un maintien un peu appelé, un maintien appellerait normalement au changement de la Constitution? Tout ça, nous allons parler de cette question. Mais d'abord, cette question d'actualité, c'est le fait que l'Assemblée nationale entame ce jeudi le débat sur le référendum. Comment trouvez-vous Alors, de prime abord, je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir de débattre avec vous. Merci. Parce que, vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise les questions, Merci. Le débat devient intéressant. Justement. Merci beaucoup. Alors, en rapport avec votre question, il est clair que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit, n'est-ce pas, la loi référendaire. Et donc, le fait que l'occasion actuelle soit saisie par l'Assemblée nationale pour discuter de la loi référendaire ne nous pose aucun problème. D'abord, c'est une question prévue par la Constitution. En même temps, les députés sont dans leur bon droit, n'est-ce pas, de pouvoir discuter de cette question. Maintenant, il faut aller plus loin pour se dire, mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Mais pourquoi pas maintenant? Et donc, la réponse est que nous avons déjà entendu le président de la République parler de changement des constitutions pour, n'est-ce pas, remplacer la constitution actuelle par une autre constitution. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Et il n'en a pas besoin? Non, pour la simple raison qu'il y a trois hypothèses dans lesquelles un pays peut se doter d'une nouvelle constitution. Ok. Un, c'est quand il y a un coup d'État. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de coup d'État. À moins que ceux qui parlent d'une nouvelle constitution prévoient de faire un coup d'État constitutionnel. Deuxièmement, c'est quand il y a une révolution. Quand le peuple chasse ceux qui sont au pouvoir et s'empare du pouvoir, le peuple peut se doter d'une nouvelle constitution. Et troisièmement, c'est par exemple le cas des États colonisés qui deviennent des États indépendants. De la colonisation à la souveraineté nationale et internationale, ces États ont besoin d'une nouvelle constitution. Est-ce que la République démocratique du Congo rentre dans ces trois hypothèses d'école? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que notre Constitution prévoit tout simplement des mécanismes de sa révision, pas de son remplacement par une autre constitution. Donc, vous comprenez déjà que si le président de la République, à un moment donné, il a parlé de changer de constitution, et
dans son discours, à un moment donné à Lubumbashi, il était revenu sur les changements des constitutions pour parler de la révision de la Constitution, ce qui nous met un peu dans une confusion à se poser la question, est-ce que le président veut la révision de la Constitution actuelle ou il veut une nouvelle Constitution? Ça, c'est du côté du président de la République. Oui. Mais du côté du parti qui porte le président de la République, mais aussi des partis des unions sacrées, les jeux semblent être clairs. On veut une nouvelle constitution et on tire pour argument l'article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté, n'est-ce pas, du peuple congolais. Mais en rapport avec cette question, il y a lieu de dire quand est-ce que le peuple congolais a demandé à ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, de changer de constitution. Parce qu'on dit qu'il faut une loi référendaire pour consulter le peuple. Mais est-ce que l'initiative est venue du peuple? Le peuple congolais. Mais quand est-ce que le peuple peut prendre l'initiative, Maître Jean-Claude? Le peuple tel qu'il est là, 100 millions, 200 millions de Congolais, ils vont prendre l'initiative comment? Non, mais il faut dire si ce n'est qu'à travers ses représentants. Non, il faut dire que le peuple congolais s'était déjà prononcé sur cette question. Oui. Si vous vous rappelez, tous les combats qu'on a menés par l'UDPS, par d'autres partis, par des défenseurs de droits humains, en fait par toute la société congolaise, sans oublier les massacres de chrétiens, l'objectif était qu'il fallait mettre fin à la dictature. Que personne dans ce pays ne puisse s'éterniser au pouvoir. Et c'est pour ça que l'option a été levée. Le peuple a été consulté à travers la Constitution actuelle. Il a dit « personne ne peut rester au pouvoir au-delà de 5 mandats dont le cumul fait 10 ans. » Voyez-vous? Et c'est dangereux ce qui est en train de se faire. Quand les gens se situent dans la situation où... Parce que les gens croyaient que 10 ans, c'est beaucoup. Mais 10 ans, c'est peu. C'est peu. C'est peu. Mais si je vous comprends bien, Maître Jean-Claude, le problème n'est pas du tout le changement de la Constitution, mais le problème, c'est d'éviter de s'éterniser au pouvoir. Non, c'est un des objectifs. C'est pour ça que dans la Constitution actuelle, le peuple s'était déjà prononcé. Il a dit, vous êtes président de la République, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République est un employé du peuple congolais. Oui. Ça, c'est important. Oui. Parce qu'on donne l'impression que le président de la République, c'est un électron libre. Non, le président de la République, il est venu demander du travail au peuple. Oui. Voilà mon agenda, mon plan, en fait, mon projet de société, c'est que je voudrais faire si vous m'engagez. Et le peuple élit le président de la République. L'engage par un contrat à durée déterminée. Oui. Ce n'est pas une mission, c'est un mandat à durée déterminée. Je dirais même que c'est le contrat de travail à durée déterminée. Maître Jean-Claude, certainement vous avez suivi le secrétaire général du parti au pouvoir qui a rappelé les autres époques où Mobutu avait révisé sa propre constitution 16 à 17 fois, Laurent Désiré Kabila 3 fois, Joseph Kabila 1 fois. Est-ce que ce n'était pas une manière de dire que les révisions participent à l'amélioration de la gouvernance publique? Bon, à première vue, ce sont des analyses des personnes qui ne veulent pas aller en profondeur. Et je trouve que ces analyses n'ont pas destiné aux intellectuels comme vous et moi. Ce sont des analyses de la rue. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. Le président Mobutu, nous avons tous convenu que c'était un dictateur. Oui. Et le combat de l'UDPS était pour mettre fin à la dictature. Et les dictateurs avaient le pouvoir de changer sa constitution. Comme il le voulait. Comme il le voulait. Est-ce que celui qui a dit cette hypothèse-là conviendrait avec nous qu'on est dans la dictature maintenant? La réponse est non. Le président Kabila perd. Mais l'idée c'est d'améliorer la gouvernance. Non. Un dictateur peut décider même sans document. Mais analysons d'abord les contextes. Parce qu'on tire
la conclusion du fait que parce que tel avait changé, maintenant, celui qui est là peut changer aussi. J'ai dit non, le président Kabila père était un dictateur qui avait suspendu toutes les institutions et nous n'étions pas dans un régime démocratique. Maintenant, quand nous en venons au président Kabila, il s'est inscrit les modifications apportées dans la Constitution et sont à inscrire, n'est-ce pas, dans les prévisions même de la Constitution. Et c'est ce que nous demandons. S'ils veulent modifier la Constitution, qu'ils mettent les articles qui posent problème sur la table, nous les discutons et nous convenons de comment... Revenons à l'article 5 de la Constitution parlant de la souveraineté du peuple. Dans l'hypothèse où les peuples constateraient que les 5 ans accordés au président Tshisekedi sont insuffisants pour apporter des réformes et que ce peuple décidait de revoir le mandat, la durée du mandat présidentiel, pour améliorer la gouvernance du président de la République. Non, mais... Ça poserait toujours problème. Non, la gouvernance, nous aurions voulu qu'il y ait des signaux d'une bonne gouvernance depuis 2019. Mais ces signaux ne viennent pas. Non, mais ces signaux ne viennent pas. On va améliorer quoi? Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la situation de droits de l'homme au Congo, elle n'est pas différente de l'époque où le président Kabila était au pouvoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer, M. Ambroise, que beaucoup de Congolais n'interviennent plus sur des questions d'intérêt national. Ils sont silencieux. C'est différent de l'époque Kabila. Non, ce n'est pas différent. Donc, les gens ont peur à cause de la brutalité du régime. Les gens ont peur de s'exprimer. On arrête les gens? On menace? Non, mais aujourd'hui, Aubin Minakou et M. Chadari sont où? Plusieurs mois après, même s'ils ont fait quelque chose de répréhensible par rapport aux lois congolaises, nous souhaiterions quand même qu'on nous dise pourquoi ils sont là. Est-ce qu'on leur reproche mais leurs opinions ou on leur reproche autre chose qui toucherait à la sûreté de l'État? En tant que citoyens, nous avons le droit d'être informés. C'est ça en fait la transparence qu'on demande du gouvernement. On a affaire à des hommes de l'opposition. Et l'opposition politique dans notre pays est protégée par la Constitution. Nous ne disons pas que M. Minakou, M. Chadari ne peuvent pas être interpellés. C'est quand même des personnalités de l'opposition et on ne peut pas concevoir une démocratie sans opposition. Et donc, le peuple a besoin de savoir s'il y a des reproches contre eux, qu'on nous les dise, qu'on dise, voilà, on a trouvé que tel monsieur, pour telle raison, peut être détenu. Maintenant, nous sommes dans une situation où on n'est pas informé. On ne sait pas de quoi, ils sont reprochés. On ne sait absolument rien. Ce n'est pas ça la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Et donc, je dis, hier, j'ai parlé avec un monsieur qui est un grand acteur dans le cadre des réformes de la justice. Il me disait quoi, Maître Katende, vous avez annoncé une campagne. On va revenir à votre campagne, Maître Jean-Claude. Je voudrais y souligner en passant, pour vous montrer comment les gens ont peur. C'est un acteur très connu. Il m'a dit quoi, Maître, on est derrière vous. Mais moi, je suis asthmatique. Je ne peux pas m'afficher. Parce que si je m'affiche et qu'on m'arrête avec mon asthme, je vais aller mourir en prison. Ma mère aussi est très âgée. Je ne veux pas que ma mère apprenne mon arrestation et qu'elle puisse mourir à cause de moi. Ça veut dire en d'autres termes qu'on est entré dans un régime qui fait peur. Et tout le monde se pose la question, si je parle, qu'est-ce qui va m'advenir? Nous ne devrions pas être dans ce type de régime. Sur la situation de Chadari et Minakou, certainement, c'est pas moi, l'instruction est en cours, vous êtes du secteur de la justice, vous le connaissez mieux que moi. Peut-être qu'il y aura une fixation et puis un procès pour que la population soit informée. Mais vous savez quand même qu'il y a eu certains dossiers sur lesquels le procureur général, près la Cour de cassation, est intervenu dans les médias pour, n'est-ce pas, informer le peuple. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Alors, Je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais la demande que nous faisons
et qu'il y ait de l'espace pour des voix dissidentes, qu'il y ait de l'espace pour des Congolais et des Congolaises qui ne partagent pas le point de vue, n'est-ce pas, de ceux qui sont au pouvoir. C'est cet espace dont on a besoin. Mais aujourd'hui, cet espace devient de plus en plus réduit. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Qui nous a initiés à des demandes démocratiques? N'est-ce pas l'UDPS? Comment vous réagissez lorsque vous lisez certaines publications dans les réseaux sociaux? On parle de la mission du président Tshisekedi, faisant allusion à la guerre avec le Rwanda. Il a une mission, et s'il a une mission, ça devrait quand même demander à la nation de lui accorder un troisième mandat. Comment répondez-vous à ces gens? D'abord, qui définit la mission? Et la mission, c'est quoi? Je disais tout à l'heure que le président Tshisekedi, c'est un employé du peuple congolais qui a présenté un projet à réaliser sur 10 ans, si possible. Et donc, c'est un contrat à durée déterminée. Le président Tshisekedi n'a pas de mission, il a un mandat. Quand il finit son deuxième mandat, en tant que républicain, tout ce qu'il doit faire, c'est de partir. Et moi, je dis, si l'UDPS est un grand parti, comme eux-mêmes le prétendent, un grand parti doit être aussi capable d'avoir plusieurs candidats. Donc, l'UDPS peut être capable de garder le pouvoir même pendant 1000 ans, à condition qu'à l'issue de 10 ans, que notre candidat passe. L'ANC en Afrique du Sud, c'est un grand parti. Mandela est venu, il est parti, Thabo Mbeki est venu. Le pouvoir ne se garde pas dans les vraies démocraties par un individu, mais par le parti. Ça veut dire, en d'autres termes, quand vous regardez, par exemple, j'en arrive, quand vous regardez en Tanzanie, c'est Chama Mapinduzi qui a le pouvoir depuis Mzee Nyerere jusqu'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on pense que le président on n'a pas la même culture non, politique, démocratique. Non. Les personnalités, ce ne sont pas les mêmes profils. C'est différent, Maître Jean-Claude. Non, mais notre profil, c'est notre constitution sur le plan politique. C'est la constitution qui définit le profil de notre système démocratique qui veut qu'un individu ne fasse pas plus de 10 ans au pouvoir. C'est ça, en fait, les profils. Et ce profil, vous le trouvez en Afrique du Sud, vous le trouvez en Tanzanie, vous le trouvez ailleurs. Et ces grands partis changent de personnalité. Mais quand vous parlez du peuple, quand vous parlez du peuple, justement, mais ce peuple, il s'exprime quand? Vous dites que le peuple s'est déjà exprimé. Au niveau de l'Union sacrée, on dit le peuple veut. Mais finalement, quand est-ce que le peuple parle? Et qui doit s'appuyer sur le peuple? Aujourd'hui, on recourt au peuple. Quand le président Kabila était au pouvoir, il avait utilisé avec ses partisans le même langage. Oui. De dire, nous voulons changer la constitution parce que le peuple veut qu'on reste, veut qu'on continue. Il y avait les 5 chantiers qui n'étaient pas finis. Et il faut que le président Kabila continue. N'est-ce pas? Notre message à nous et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui était de dire que le peuple était déjà consulté en 2000, en 2006, et le peuple s'est prononcé. Il ne se prononce plus? Non, mais... Depuis qu'il se prononce, c'est fini? Non, mais le problème, c'est qu'il y a des questions fondamentales. Il y a des questions fondamentales sur les... Quand vous regardez la Constitution des États-Unis, il y a des principes là-bas. Ici, le problème, c'est qu'on a les gens qui ne sont pas capables de gouverner à leur tour, voudraient s'accrocher au président Tshisekedi parce qu'ils savent qu'avec lui, nous pouvons nous accrocher au pouvoir. Oui. Qu'eux-mêmes, s'ils se présentent en lieu et place du président Tshisekedi, ne peuvent pas, en fait, comment je dirais, ne peuvent pas convaincre le peuple. Alors, on s'accroche à un individu. Écoutez, je le dis toujours, le président Kabila a fait plus de 18 ans à la tête de ce pays. La question du Rwanda, le Rwanda avait toujours une prééminence sur nous, sur le plan international. Le président Tshisekedi est venu, nous voyons qu'il y a une évolution. Oui.
Nous voyons Ouais, qu'il y a un retournement de la situation et qu'aujourd'hui, grâce au président Tshisekedi, les gens ont de plus en plus compris, surtout au niveau international, ce qui se passe dans la région. Son départ du pouvoir ne serait pas un recul par rapport à cet aspect de choses? Non, mais laissez-moi finir. Oui. Donc, le président Tshisekedi a fait ce travail important, appréciable, même si, au regard de la situation, il y a toujours nos frères et nos sœurs qui continuent à être tués par le Rwanda et ses alliés de l'AFC M23. Ça veut dire en d'autres termes que si un autre président vient, il peut mieux faire que le président Tshisekedi. Ah, pourvu qu'il ait son profil, son combat, sa vision. Non, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le président Tshisekedi est meilleur que tous les Congolais. Non. Le dire, c'est entrer sur une fausse route. D'accord? C'est entrer sur une fausse route. Ce qui est vrai, c'est qu'un jour ou un autre, le président Tshisekedi finira par partir. Il peut se donner 30 ans. Ils peuvent en fait faire tous les bricolages qui est en train de se mettre en place. Mais ce qui est vrai, c'est que le président Tshisekedi finira par partir. Ça veut dire en d'autres termes que à ce temps-là X, quand le président Tshisekedi partira, le Congo n'existera plus. Parce qu'il n'y aura pas des gens de sa calibre pour pouvoir tenir le Congo. Je vous dis, M. Ambroise, que vous-même, si vous en avez les intentions, vous pouvez tenir ce pays. Oui. Vous pouvez tenir ce pays. Il y a quelques années, personne ne croyait que le président Tshisekedi serait président et pouvait tenir le pays comme il l'a fait, malgré toutes les questions sécuritaires. Mais le problème, c'est que son départ est voulu, même par le Rwanda. Non, son départ est voulu par... Est-ce que le Rwanda ne veut-il pas se servir de son départ du pouvoir pour un peu essayer de se rapprocher de celui qui le remplacerait, qui serait dans la compromission? Non. Mais pourquoi, par exemple, je le dis entre guillemets, si par exemple le président partait et qu'il est remplacé par Augustin Kabouya, entre guillemets, vous pensez que le Rwanda va se rapprocher de M. Augustin Kabouya? Sur le plan médiatique, il est encore plus virulent que le président de la République. Donc, voyez-vous, ces analyses sont des analyses, comme je dis, de la rue. Hein, de la rue. Le président Tshisekedi s'est présenté aux élections en tant que candidat et il savait bien que c'est pour un premier mandat et un deuxième mandat. Pourquoi au premier mandat, on ne parlait pas de la mission? Et j'aimerais vous dire une chose, que le président Tshisekedi, il fait déjà bien son travail sur le Rwanda. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui viendra et qui ajoutera quelque chose. Parce que tout compte fait, l'ensemble du peuple congolais ne veut pas que notre pays soit téléguidé par le Rwanda. Si vous avez vu à Goma des gens qui ont été tués, si vous voyez à Bukavu des jeunes qui continuent à se révolter contre le Rwanda et contre les M23, à Goma aussi, c'est parce que fondamentalement, le Congolais n'acceptera jamais, alors jamais, cette question de dire que nous allons être dominés par le Rwanda. Et j'aimerais vous dire que le Rwanda finira par partir de ce pays. Et le Congo va recouvrer tous les territoires qui sont occupés aujourd'hui. Le droit international nous les donne, nous donne cette possibilité. Il est chimérique pour certains. Non, mais il faut quand même se baser sur un certain nombre de principes qui existent. Aujourd'hui, tous les principes au niveau international, comme aussi les droits sous-régionaux, nous donnent raison face au Rwanda. Nous donnent raison face au Rwanda. Et nous ne pouvons pas accepter que notre pays continue à être agressé, même avec la complicité de certains Congolais, par des étrangers. Alors, ça, nous ne l'accepterons pas. Vous comptez bientôt lancer une campagne que vous dénommez le 3e mandat du président Tshisekedi est périmé. Vous avez déjà produit un visuel. Je pense que le public est en train de découvrir ce visuel de la campagne de Maître Jean-Claude Katende. Le 3e mandat est périmé. Pourquoi voulez-vous lancer cette campagne? D'abord, je voudrais tout simplement vous dire que je ne vais pas donner tous les détails de la campagne. Mais une des questions importantes que beaucoup de gens se sont posées et qui a permis même à certains d'écrire
des réflexions là-dessus, le troisième mandat est périmé. Les gens ne comprennent pas pourquoi le troisième mandat est périmé. La première chose que je voudrais dire, c'est que en prenant ces sujets ou ce titre, c'est d'abord un titre provocateur. Oui. Voyez-vous? Oui. C'est un titre provocateur. Le mot périmé, là, voilà, déjà. ça permet aux gens de se poser des questions. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup d'écriture. En quelque sorte, je dirais que j'ai atteint l'objectif que j'ai recherché. D'attirer, en fait, l'attention du peuple congolais sur la question. Maintenant, quand on parle de périmé, ça veut dire que c'est quelque chose qui était bon à un moment donné. Justement, et qui ne l'est plus. Et après un laps de temps, la chose n'est plus utilisable. Justement, on voit dans les domaines pharmaceutiques, on voit un produit, un médicament, on dit ce médicament est périmé. Exactement. C'est-à-dire que quand vous décidez de le prendre, c'est-à-dire vous mettez votre... Il vous tue. Voilà. Le troisième mandat va tuer le Congo. Mais je vais dire tout simplement qu'en 2006, avant 2006, troisième, quatrième, cinquième mandat était possible, était buvable, était potable. À partir de 2006, le peuple congolais a déclaré que le troisième mandat n'est plus possible. C'est-à-dire que si nous prenons cette considération-là, à partir de 2006, le troisième mandat est totalement périmé. On ne peut pas en parler en République démocratique du Congo. Mais voyez-vous, ce que les malins veulent faire, ils veulent dire, non, nous, on ne va pas aller vers le troisième mandat, nous allons changer de constitution. Ce sera le premier mandat. Et ça sera le premier mandat. D'une nouvelle république. Oui, mais j'aimerais leur dire que c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Comment ça? Et dans leur conscience, ils savent bien qu'ils vont tricher. Mais je voudrais tout simplement vous dire que le peuple que vous voyez, il est contre ce qui est en train de se faire. De donner au président Tshisekedi la possibilité de se représenter sous un autre mandat ou sous un troisième mandat. Ce serait un troisième mandat sur le plan sociologique, mais un premier mandat sur le plan légal, oui, sur le plan de droit. Sur le plan légal, mais tous les Congolais ne sont pas prêts. Même au sein de l'Union sacrée, tout le monde, les gens ne parlent pas parce que les gens ne voient pas les cartes se dessiner de manière claire pour leur permettre de se positionner. Mais là où nous allons, les cartes vont se dessiner de manière claire. Parce que vous avez vu que M. Mbata a tenté de faire un appel à la collecte de contributions. Oui. Cet appel a floppé. Pourquoi? Apparemment, il a été interpellé, il a été recadré. Mais c'est pour ça que je dis, c'est qu'au sein de l'Union sacrée, il y a eu des gens qui n'étaient pas pour. Et vous avez vu quelque chose d'intéressant aussi. C'est le fait qu'il n'a été soutenu par personne. Ah, il n'a été soutenu par personne? Par personne. C'est que personne ne soutient ce projet? Non, je dis tout simplement que son appel. Vous savez que l'Union sacrée, quand il y a quelque chose qui crée de l'engouement, oui. Chaque coin, chaque parti, bon, nous les amis de Jean-Claude Katende, nous soutenons l'appel, n'est-ce pas, à contribution. Oui. Mais il n'y en a pas eu. Non, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a des divisions internes à l'Union sacrée? Le présidium des 40 n'est pas le même langage. Sur d'autres questions, bien entendu. Non, effectivement, mais sur d'autres questions, mais il y a aussi la question de la révision ou des changements de constitution. Tout le monde n'est pas d'accord. Et je voudrais vous dire qu'à un moment, les gens vont se positionner. Et ça, je suis très sûr. Les gens vont se positionner parce qu'il ne faut pas oublier, M. Ambroise, que pour arriver à la constitution actuelle qu'on décrit, qu'il aurait... Mais ils ont eu les mandats sur base de cette constitution. Ils se sont battus entre 2014 et 2018 pour que cette constitution soit maintenue. Et c'est pour ça que je déplore la duplicité de nos politiciens. Je déplore la duplicité de nos politiciens. En fait, qui changent. Pourquoi ce pays ne marche pas? C'est parce que les gens changent des positions en fonction de leurs intérêts politiques et financiers. Et donc, le Congo, aujourd'hui, a besoin des gens constants. Le Congo, aujourd'hui,
a besoin des gens qui pensent peuple, pas qui pensent eux-mêmes. Oui, Ça, c'est important. oui, mais ça me rappelle un peu la publication d'Évariste Bocha pendant le règne de Joseph Kabila entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. C'est les mots inanition de la nation qui m'intéressent, mais vous, votre campagne parle du troisième mandat qui est périmé. C'est apparemment une opposition entre un troisième mandat périmé, nocif, hein, un peu nocif. Totalement, pas un peu nocif. Ah, alors, troisième mandat nocif, vs inanition de la nation. Comment comprendre ces choses? Si on ne change pas la constitution, il y a inanition de la nation, mais s'il y a un troisième mandat, il est nocif. Il est important de dire que aujourd'hui, nous avons un cadre légal qui circonscrit la gestion du pouvoir en République démocratique du Congo. Il est important que quand un président accède au pouvoir, qu'il soit animé de la pensée qu'un jour, conformément à la Constitution, il va partir. Il y a les arguments, par exemple, liés à la guerre, n'est-ce pas? Pour le travail que le président a fait, il faut que le président reste, parce que s'il ne reste pas, le président Kagame viendra s'installer à la Gombe. C'est prendre des Congolais pour des naïfs. Nous oublions très rapidement notre histoire. Quand les Rwandais ont pris possession de cette ville, qui l'a protégée? Et vous pensez vraiment que le président Kagame a voir la conscientisation du peuple congolais par rapport aux enjeux de l'Est, il peut venir s'asseoir ici à la Gombe sans que le Congolais ne puisse réagir? C'est pour ça que je dis... Mais on dit qu'il a eu un président pendant 18 ans qu'il a servi. Parce que pourquoi on accuse Joseph Kabila d'avoir été là pour avoir travaillé pour le Rwanda? Oui. Ça passerait certainement par une personne interposée. Oui, mais aussi c'est notre complaisance. Hein? C'est notre complaisance. Et j'ai toujours dit que tout président de la République, avec son gouvernement, qui ne construit pas l'état de droit, qui détruit l'état de droit va les tuer. Okay. Aujourd'hui, vous voyez comment certains membres du FCC et le président Kabila lui-même, ils sont acculés. Pourquoi? Parce que sous leur règne, ils n'ont pas favorisé la construction d'un état de droit. Parce que l'état de droit a cette possibilité de protéger tout le monde. Tout le monde. Donc, même quand vous ne serez plus au pouvoir. Même quand vous ne serez plus au pouvoir, même quand vous aurez commis des erreurs, quand on vous juge dans un état de droit, il y a un certain nombre de principes qui vont être respectés. Mais fort malheureusement, tous nos présidents qui arrivent travaillent contre l'état de droit. Et en travaillant contre l'état de droit, vous vous exposez vous-même. Parce que quoi qu'il arrive, vous aurez d'une manière ou d'une autre des situations pour lesquelles vous pouvez rendre des comptes à l'État. Mais si vous avez bien géré, vous êtes tranquille. Si vous construisez l'État de droit, vous savez qu'il ne va pas se retourner contre vous. Et je dis encore à tous ceux qui sont au pouvoir, le président Tshisekedi finira par partir. Ça me rappelle... Les régimes actuels finira par finir. Ouais. Et quand il finira, l'état de droit n'existant pas, c'est l'arbitraire qui va les toucher. Ouais. Et ils ne vont pas se plaindre de l'arbitraire qui viendra parce qu'eux-mêmes n'ont pas construit un État capable de les protéger et de nous protéger, nous les citoyens. Ça me rappelle une déclaration d'un abolitionniste de la peine de mort, Maître Lievien Gondji, qui disait pendant le règne de Joseph Kabila, il s'est battu pour qu'on ne puisse plus prononcer des peines de mort. Les dignitaires de l'époque étaient en train de l'attaquer. Et maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, eux-mêmes ils sont en difficulté, on commence à le chercher, nous avons besoin de toi, pour que tu interviennes pour nous. Mais vous voyez, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de pouvoir éternel. Les pouvoirs éternels, il n'y a que Dieu qui le détient. Les pouvoirs, je ne connais pas au Congo quelqu'un qui soit ou qui était comme Louis XIV, qui se permettait de dire que quand on le voyait, on voyait la France. Et dans notre État, il faut vous mettre en tête que le peuple congolais,
c'est un peuple qui réagit en retard. Mais il va réagir. Mais alors, mais que pensez-vous, ou bien que répondez-vous à ceux qui pensent que si Tshisekedi faisait une déclaration aujourd'hui, une déclaration notariée, qu'on pourrait même en fait pénaliser, dans laquelle il s'engage à ne pas briguer un mandat, dans l'hypothèse d'un changement de constitution, et qu'il y ait une nouvelle constitution dont il ne serait pas bénéficiaire, serez-vous prêt de l'accepter? Non, mais ce n'est pas possible parce que ses partisans parlent d'une mission qu'on lui aurait confiée, je ne sais pas, dans un rêve. Lui-même n'en parle pas, mais lui, il pourrait parler dans la déclaration dont je Non, parle. aujourd'hui, il est clair que, contrairement à l'époque du président Kabila, aujourd'hui, nous avons des faits clairs qui démontrent la volonté du régime de se doter d'une nouvelle constitution qui va permettre au président Tshisekedi de continuer à gérer le pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. À l'époque du président Kabila, il n'y avait pas assez d'éléments, n'est-ce pas, assez d'éléments. Et lui-même, vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, il était sorti, il avait fait une sortie médiatique où il a dit « je vais respecter la Constitution ». Il y a une vidéo de vous qui circule, qui est devenue virale dans les réseaux sociaux, une émission avec une consoeur, où vous avez dit « il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi ». Vous le dites avec beaucoup de conviction. Non, mais il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi. Et je voudrais vous dire une chose qui est très importante, c'est que aujourd'hui, le président Tshisekedi, nous les respectons, même quand nous intervenons, nous restons dans le cadre de loi de la République. Mais quand il aura dépassé son mandat, oui, après 2028, oui, la réaction du peuple ne sera pas la même. Rappelez-vous ce qui est arrivé quand le président Kabila n'a pas organisé les élections. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi est dans la légalité. Oui. Et donc, là, on ne le touche pas. Donc, nous disons des choses, en fait, qui rentrent dans le bon droit. Oui. Mais après 2028, la réaction de nous-mêmes, comme la réaction du peuple congolais, va changer. Ne sera pas la même. Et c'est sur base de cette réaction qu'il n'y aura pas de troisième mandat. De toutes les façons, vous devez être sûr, M. Ambroise, il n'y aura pas de troisième mandat. Le troisième mandat est déjà périmé depuis 2006 et ceux qui travaillent eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas quelque chose qui va passer facilement d'abord au sein de l'Union sacrée. Mais comment comprendre ces choses? Maître Jean-Claude, vous dites que là, on le respecte parce qu'il est dans son mandat, on attend 2028, mais pendant ces temps, il y en a aussi qui sont dans les zones sous occupation, qui refusent ce projet, mais en même temps, ils ont même piétiné la Constitution sans reconnaître le pouvoir de celui qui est élu. En fait, il faut considérer que tout Congolais conscient de ses responsabilités ne peut ni appuyer les M23, encore moins l'AFC. Nous avons tous convenu que la conquête du pouvoir s'est faite par des voies démocratiques. Et s'il y a quelques-uns d'entre nous qui s'élèvent pour des intérêts tout à fait personnels, on a déjà posé la question à M. Nanga plusieurs fois, pourquoi il a pris les armes? Les raisons qu'il avance sont des raisons qui les touchent lui, personnellement. Ça veut dire en d'autres termes que si ce qu'il avait demandé en son temps lui était donné, M. Nanga ne prendrait jamais les armes. Et nous ne pouvons pas appuyer un Congolais qui se bat en termes de vengeance pour la protection de ses intérêts personnels. Non, nous avons besoin de personnes qui se battent pour l'intérêt commun. Et l'intérêt commun aujourd'hui, c'est de se battre dans le cadre de la Constitution actuelle, utiliser les moyens démocratiques actuels pour, n'est-ce pas, faire changer les choses. Ce sont ces moyens que nous avons utilisés sous le président Kabila. Je pense que ceux qui sont au pouvoir n'avaient pas pris des armes pour chasser le président Kabila du pouvoir. Il faut vous mettre en tête qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la misère est encore plus grande. Et la misère du peuple, c'est une autre arme qui se met en place. Parce qu'aujourd'hui,
je peux vous dire qu'à Kinshasa, les gens souffrent énormément. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a l'insécurité. Comment peut-on sentir qu'un gouvernement existe si les réponses ne sont pas données à ces questions essentielles? Je ne dirais pas les questions fondamentales, mais je dis les questions essentielles. Quand vous soulevez ça, il y en a qui vous diraient on a construit des hôpitaux, des universités, les aéroports. Il y en a qui vous diraient ça. Oui, je n'en doute pas. Et une des choses dont pour laquelle on doit féliciter le président Tshisekedi, c'est d'avoir construit les universités. Parce qu'on ne peut pas compter sur une jeunesse arriérée. Comment vous faites pour reconnaître ça, Maître Jean-Claude? Non, mais Non, mais je le reconnais toujours. Okay. Moi, l'avantage que j'ai, c'est de dire des bonnes choses et de dire aussi ce qui des mauvaises choses en même temps. Oui, parce que si vous n'avez pas cette analyse honnête et intellectuelle, la conséquence, c'est que vous vous faites discréditer vous-même. Ah, okay. Personne aujourd'hui ne peut dire que le président de la République, M. Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas fait des choses qui sont appréciables. Je l'ai dit sur le plan diplomatique concernant la guerre à l'Est. Le président Tshisekedi a fait des choses que le président Kabila n'a pas faites. Et quand vous prenez par exemple pour ce qui concerne les universités, c'est l'une des meilleures choses que le président a faites. Et c'est un grand héritage que le président de la République va laisser aux jeunes de la République. Ce n'est pas une raison pour le maintenir. Hein? Non, mais je dis, ce que le président fait, ce n'est pas un bonus qu'il fait. Ça rentre dans les engagements qu'il avait pris en prenant le mandat. Je rappelle encore que le président Tshisekedi, c'est un employé du peuple congolais. Il est payé sous un contrat à durée déterminée. Très bien. Alors, venons-en maintenant à 2028. Parce que vous avez dit qu'après 2028, le comportement du peuple congolais va changer vis-à-vis de lui. Comment entrevoyez-vous l'avenir? Y aura-t-il élection en 2028 ou non? Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas poser des actes ou prendre des positions qui favorisent la balkanisation du pays. La demande que nous faisons, c'est que le plus rapidement possible, que le pays soit réuni. Pour que, s'il y a élection, que nous puissions participer de la même manière, nous qui sommes au centre, nous qui sommes à l'ouest et ceux qui sont à l'est. En 2028, pensez-vous vraiment qu'il soit possible de pouvoir accepter qu'on fasse des élections choisissant le président de la République à l'ouest et que l'Est ne participe pas? Ça va être consacré, n'est-ce pas, la division du pays. Et il faut que la réflexion commence aujourd'hui. Au lieu de commencer par faire une loi référendaire pour boutiquer une nouvelle constitution, il est important qu'on puisse réfléchir qu'est-ce que nous faisons en 2028. Et en 2028, je pense qu'on se mettra autour de la table pour discuter de l'avenir du président Tshisekedi et de l'avenir du pays. Il faut tenir un forum national. Oui, il faut... Bon, je ne sais pas quelle forme ça un dialogue, prendra, un forum national. Mais il faudra que les gens se mettent autour de la table parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le président de la République étant élu et y a mis le gouvernement en place, il continue. Les gens qui vont se mettre autour de la table, c'est qui? C'est qui? La classe politique? Non, mais la société civile? Non, les Congolais. Les Congolais, d'où qu'ils viennent. On va définir qui va venir. Ce qui est vrai, c'est que c'est une question qui relève, n'est-ce pas, de la compétence des Congolais. Et il faut que les Congolais réfléchissent à cette question. Il ne faut pas que nous soyons surpris pour commencer à réfléchir en 2028. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que si on réfléchit aujourd'hui et que ce forum arrive à accepter qu'il y ait un glissement, ce serait un glissement limité dans le temps, mais avec la bénédiction des Congolais. Oui, mais en fait, on ne veut pas du glissement par ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'on accélère
les processus référendaires pour avoir une nouvelle constitution avant 2028 et décréter la 4e République avant 2028. Mais ils doivent se mettre seulement en tête que ces genres de questions, de décisions, on doit pouvoir les prendre ensemble. Hein? On doit pouvoir les prendre ensemble pour favoriser la cohésion nationale et surtout pour que les uns ne trouvent pas que les autres sont en train de tricher, de nous rouler dans la farine. Parce que tu peux rouler quelqu'un dans la farine, mais il ne faut pas penser qu'il va continuer à se faire rouler tous les jours. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est qu'on mette en place un processus qui permet à tout le monde de s'exprimer pour qu'on trouve la solution pour 2028. La première chose à faire, c'est mettre fin à la guerre. Parce qu'il ne faut pas que les élections amènent la balkanisation du pays. Que ceux qui sont à l'Est se considèrent comme abandonnés et que la République est devenue une République de l'Ouest. Ça, on ne peut pas faire. La deuxième chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'un groupe de Congolais, soit-il au pouvoir, profite de cette position qu'ils ont pour imposer une nouvelle constitution qui met en place des bases non convenues. Voyez-vous, non convenues. Parce que nous savons que les gens veulent, la raison essentielle, ce n'est pas le Congo. Les gens veulent garder le pouvoir et les avantages qui vont avec. Or, quand on est un politicien qui a une vision du pays, des fois on peut se mettre à côté pour que le pays puisse être visible. Mais ici, l'acharnement qu'il y a, vous voyez même qu'on ne veut pas que ceux qui parlent contre la nouvelle constitution, contre le 3e mandat, aient la possibilité de s'exprimer librement. On est en démocratie. Ce que nous pouvons refuser, c'est que les uns et les autres violent les lois de la République, les uns et les autres s'insultent, les uns et les autres recourent à la violence. Mais si quelqu'un s'exprime, donne ses idées, moi, en tant que Jean-Claude, je n'ai pas le pouvoir de décider sur le pays. Mais au moins, en tant que citoyen, j'ai le droit, qui m'est reconnu par la Constitution, n'est-ce pas, de pouvoir donner mes idées, mes réflexions. Et je ne peux qu'accepter difficilement que quelqu'un me dise « Non, tu ne peux pas dire ça, il faut dire ceci ». Non, nous sommes dans un pays de liberté. On va terminer par ceci, parce que le temps qui nous a été imparti a fini. Une motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur. Vous avez parlé du problème d'insécurité tout à l'heure, mais qui a été rejeté suite à une motion incidentielle. Quelle leçon tirer de cette affaire? Non, la leçon à tirer, c'est que d'abord, il faut retenir que la raison qui est avancée ne tient pas debout. Vous ne pouvez pas considérer que M. Chabani soit incompétent. Les ministres de l'Intérieur, je crois que c'est le premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur, c'est un homme que nous connaissons. Oui. C'est un Congolais que nous connaissons et nous savons que c'est un monsieur compétent. Et donc, la première chose est de réfuter la raison qui est avancée. Le Congo est un pays complexe. En tant que ministre, est-ce qu'il a tous les leviers possibles? Parce que ce n'est pas lui qui s'occupe des questions sur terrain. Aujourd'hui, je peux vous dire que M. Chabani, le ministre de l'Intérieur, fait un travail appréciable. Mais il faut aussi considérer qu'il ne peut pas manquer d'ennemis qui font bouger des choses en dessous de la table. Pour qu'il saute. Pour qu'il saute. Mais je crois que personnellement, le ministre Jacques Chabani a mon soutien parce que les raisons qu'ils ont avancées ne sont pas des raisons en fait connues. Il ne faut pas aussi oublier que l'attitude de nos gouverneurs, l'attitude de nos maires des villes contribue aussi à l'insécurité. L'attitude même de la police contribue aussi à l'insécurité. Et donc, il y a d'autres opérateurs qui ne relèvent pas de la décision du ministre de l'Intérieur, qui ne sont pas sous son contrôle. En fait, il ne peut pas décider, par exemple, il ne peut pas décider de limoger un maire. Un maire, non. De limoger un gouverneur. Un gouverneur non plus.
Donc, vous voyez, il y a d'autres paramètres qu'il faut ajouter et il faut chercher à savoir est-ce que le vice-premier ministre a tous ses rouages. Alors, au lieu de faire un combat loyal, les gens veulent prendre des intrigues pour dire qu'il est incompétent. Monsieur Jacquemain Chabani, c'est un homme que je connais bien, il a tout mon soutien. Je pense qu'il fournit les efforts qu'il peut pour que la situation s'améliore. Alors, dernière question, le Rwanda ne retire toujours pas ses troupes en dépit des pressions, des accords, ainsi de suite. Est-ce qu'on est dans un statu quo qui nous amène tout droit vers ce qu'on appelle balkanisation ou soudanisation? Monsieur Ambroise, au lendemain de la signature de l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, j'avais dit au peuple congolais qu'il ne faut pas vous réjouir très vite. Ah, ok. On a dit que le président Tshisekedi a mis fin à la guerre avec un bic. Vous voyez, il y a toujours des gens, c'est pour ça que je dis, nous devons avoir des gens qui réfléchissent profondément, Ok. qui ne sont pas émotifs. Et aujourd'hui, presque une année après, rien ne se dessine en ce qui concerne la fin de la guerre. Ne croyez pas que les Rwandais ont pris des engagements qui sont aussi conditionnés par nos engagements, notamment en mettant fin à ce que les FDLR sont en train de faire. Donc, c'est un peu, on est dans une situation de dire, tu n'as pas fait, je ne fais pas. Oui, justement. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais dit, si le gouvernement prend des engagements sur les FDLR, nous serons dans un cul-de-sac. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est pas facile. C'est quoi l'appareil des mesures qu'on a fini tous les FDLR, maintenant il n'y a plus de problème? Mais vous avez entendu les autorités américaines ont rappelé au Rwanda il y a quelques semaines de respecter ses engagements et de retirer ses troupes. Oui. Mais ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Oui. Ils ont dit que la République démocratique du Congo aussi doit pouvoir respecter ses engagements par rapport au FDLR. Ça veut dire en d'autres termes que la République démocratique du Congo n'a rien fait par rapport à ses engagements. Le Rwanda n'a rien fait. En fait, les autorités américaines ont renvoyé les deux parties dos à dos. La contrepartie congolaise, c'est donc, compliqué. C'est compliqué. et c'est pour ça on va les localiser où, les trouver et puis dire qu'on a fini avec ça. Alors pourquoi, si Qui va vérifier ça? Mais si vous n'êtes pas en mesure de les localiser, pourquoi alors vous vous êtes engagé à le faire? Nous avons Si vous fini. êtes engagé à le faire, Faites-le. c'est que vous connaissez où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et que vous avez le pouvoir de le faire. Nous avons fini, Maître Jean-Claude Katende, moi qui ai un mot de la fin pour ce soir. Vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer auprès de nos compatriotes. Je ne donne que mes idées à prendre ou à laisser, mais ces idées ne doivent pas être des occasions pour que les uns et les autres trouvent des opportunités de me faire des représailles. Contribuer au débat démocratique sans violence. Vous en faites l'objet. Ah oui, sans violence et dans le respect des lois de la République, ça a toujours été mon objectif et je resterai là. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Nous rappelons que vous êtes président de la ZADO et vice-président de la FIDH. Merci d'avoir été sur ce plateau spécial. Merci, M. Ambroise. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission spéciale sur les enjeux de l'heure. Nous pensons que vous avez aimé et nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres numéros. Au revoir. Merci.